Hop là. Et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. Pour une session discutaille, c'est le soir, je suis un peu crevé, je sais pas pour combien de temps j'en ai de discussion, mais donc dans ce cas-là, tu me mets dans un coin et puis on papote. J'avais deux trois sujets là que j'ai vu passer cette semaine, notamment des infos du côté de DC Comics où c'est un peu le bordel. Euh, qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Non, si, j'ai été faire les achats de Noël, un petit peu, des trucs comme ça. Je me suis vu notamment un petit bouquin sympathique pour moi euh, sur les récits des chevaliers de la table ronde. Euh, alors, quand j'étais jeune, hein, dans ma jeunesse, j'ai eu l'occasion de lire notamment, alors je crois que c'est Yvain le Chevalier au Lion par Chrétien de Troyes. Et ensuite, à la fac, j'ai eu l'occasion d'aborder un petit peu le Lancelot, Chevalier à la charrette. Mais c'est des textes qui sont pas simples à lire, machin, tout ça. Et là, j'ai vu un ouvrage qui est un recueil de tout un tas de récits, donc du coup des Chevaliers de la Table Ronde. Mais entre guillemets édulcoré slash adapté pour un public plus néophyte, euh, plus moderne, tout ça. Donc je suis assez content. Moi, ça fait partie de mes marottes, hein, tous les grands classiques, les machins comme ça. J'aimerais être beaucoup plus cultivé justement vis-à-vis de ces grands classiques. Mais j'ai du mal avec les styles d'écriture à l'ancienne, tout ça. Donc, je suis plutôt content, ça va être sympa. En plus, c'est un truc un peu illustré, un bouquin un peu illustré, donc ça va être cool. Donc voilà, à l'occasion, on en reparlera certainement. Euh, on en reparlera certainement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? Bah, pas grand-chose, hein, je t'avoue que j'étais occupé à d'autres choses que la chaîne, donc j'ai pas repris Pokémon encore depuis le week-end dernier, le week-end d'avant, je sais plus. Non, c'est le week-end dernier, c'était. On est quel jour là? On est vendredi, hein. Non, on est samedi. Ah, ce week-end-là, il y a un event sur Pokémon avec Tyrannosif et Dratak. Mais Dratak c'est sur violet, donc j'ai pas, donc voilà. Mais un event Terra Crystal Tyrannosif qu'il faudra que je fasse. Je pense que je m'accorderai une heure ou deux demain, mais pas plus. J'ai un peu la flemme, je t'avoue. Le week-end dernier, c'est un event Dracofeu de type dragon. Pareil. Euh, j'ai eu la grosse flemme, mais comme je sais que le week-end prochain, il y a de nouveau l'event Dracofeu de type dragon, je pense que je m'accorderai une heure ou deux à ce moment-là. Mais donc, j'ai pas avancé sur Pokémon depuis du coup 2 semaines. Et le week-end Terra Crystal Evoli. Euh, donc bon, tu t'inquiètes pas, ça de toute façon, vu la quantité d'épisodes que j'ai avant que t'en arrives là, t'en as pour un moment, mais voilà. Donc au niveau du Pokémon, moi j'ai pas avancé. Mercredi, pareil, je suis toujours. J'ai terminé sur l'épisode 4 et il faut que je reprenne la deuxième partie. Hum, J'aime beaucoup la série, où est-ce que comment ça avance, tout ça. Il y a des aspects qui me c'est pas que ça me dérange, mais des aspects que je trouve un peu plus lourdingues, un peu moins bien foutus, notamment les aspects adolescents. Mais c'est une série plutôt bonne et plutôt intéressante. Et comme je disais, pardon. Comme je disais là dans le dernier épisode que j'ai tourné, je pense que cette série va être très intéressante à comparer à la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, bon, qui commence à dater un peu, mais qui était effectivement aussi très qualitative en termes d'adaptation de licences, de franchises
un peu, pas forcément obscur, mais un peu pop culture à l'ancienne, on va dire. Donc voilà. Pour toutes mes autres séries, j'ai commencé The Walking Dead, mais ça normalement tu verras ça après mercredi, que tu verras après la fin de Arrow. Il faudrait que je vérifie où est-ce que j'en suis d'ailleurs dans les publications pour Arrow, mais il va falloir que je tourne aussi ma petite vidéo là sur les anecdotes, les petits easter eggs, les machins de toute la saison 1 avant d'aborder la saison 2. Mais donc je te dis, il y aura certainement deux séries entre temps. Voilà, voilà. Faudrait que je reprenne aussi The Walking Dead au niveau jeu vidéo. Je pense il serait pas mal que je fasse il va falloir que je m'organise et que j'entrecoupe certainement les épisodes de Pokémon. Parce que Pokémon, vraisemblablement, on en a pour un moment, hein. Les épisodes de Pokémon avec des épisodes de The Walking Dead, mais voilà. Et puis, c'est à peu près tout pour ce qui est de la chaîne en tant que telle. Après ça, de quoi on pouvait parler on peut parler polémique Twitter un petit peu, polémique Twitter, polémique un peu sur le plan politique, les machins, tout ça. Je sais pas si t'as vu passer, mais il y a eu des histoires avec la niche parlementaire de la France Insoumise là à l'Assemblée, où ça a été le bordel et où ils avaient prévu X sujets, mais en comprenant que ce serait le bordel, que les autres groupes feraient leur maximum pour emmerder, pour les emmerder, pour éviter que le moindre texte passe, machin, tout ça. Ils se sont dit, bon, bah, on va arranger le programme, et on va dire, on va faire passer ce texte-là avant le tel autre de machin, de bidule, qui leur a été reproché comme d'habitude. Puis, t'as la majorité, hein, donc les macronistes, qui ont décidé que pour empêcher qu'on étudie autant de textes que la France Insoumise avait prévu dans ses niches parlementaires, ils ont fait obstruction. Donc en gros, ils ont déposé je sais pas combien de centaines de textes pour pour forcer. Si tu perds 2 minutes sur chaque texte, euh, chaque modification, effectivement, si t'en poses 100, 200, tu peux faire traîner le machin suffisamment longtemps pour que quand la cloche sonne, ah bah c'est fini, on s'en va et puis on en reparle dans un mois, quoi. C'est ça le principe des niches parlementaires, il me semble que c'est une fois par mois. Chaque groupe a droit à une journée pendant laquelle il peut faire étudier des différents textes, des machins et tout ça. Mais, euh, mais voilà, il y a eu l'autre problématique là avec du coup le texte pour lequel la majorité a fait obstruction. Là, c'est le Rassemblement national là, qui a annoncé que pour sa niche parlementaire, elle voulait reprendre le texte tel quel, machin truc, en disant oui, bah c'est nous qui le mettons en avant, machin tout ça, et ça a foutu le bordel parce que forcément, après ça va venir gueuler à oui, la France insoumise et l'extrême droite, patati patata. Bon, des petites manœuvres politiciennes à la con. Qui dupent pas grand monde quand on a un minimum de culture politique et qu'on se renseigne un minimum, mais bon, comme c'est pas le cas de la majorité des gens, c'est toujours le bordel. Pouet pouet pouet. Est-ce que si là je voyais hier avant-hier la Macron qui se félicitait alors bon c'est le bordel partout, on risque d'avoir des coupures d'électricité pendant l'hiver, les machins et tout ça. Mais Macron, il se réjouissait parce que il a décidé de rendre gratuites les capotes pour les 18-25 ans. Tout ça, tout ça. Alors, bah, c'est très bien, hein. Manque de bol, il s'est fait alpaguer un peu sur Twitter en mode ouais, t'es mignon, mais bon, il se trouve que les mineurs aussi, ils sexent un peu. Et donc, et ils ont pas forcément
plus les moyens non plus. Donc ça serait bien que les mineurs aussi aient accès aux capotes gratuites. Bon, finalement, il fait ok, banco, machin, tout ça. Donc c'est très bien aussi, hein, du coup que ce soit étendu jusqu'à 25 ans, les capotes c'est gratuit. Pareil, tu vas pouvoir acheter des capotes. Alors, capotes en pharmacie, hein. Je pense que en... Pardon. En grande surface, ce sera pas le cas. Mais en pharmacie, mais ce qui est déjà un obstacle, hein, on va se dire les choses très franchement. Personnellement, j'ai jamais acheté de capote en pharmacie. Et c'est vrai que bah, je me sentirais moins serein à les acheter en pharmacie qu'à les acheter en grande surface pour la simple et bonne raison qu'en pharmacie, je connais mon pharmacien me connaît, pharmacienne surtout en l'occurrence, et ouais, ça peut être un petit peu gênant, c'est-à-dire que voilà, quand la pharmacienne elle te connaît suffisamment pour te taper la discute en te demandant des nouvelles de tes parents, de ta soeur, de ta soeur, de ton frère, de machin, de oh, c'est un peu gênant. Là où la caissière du supermarché, t'arrives, t'achètes tes capotes, elle fait pas de commentaires, et puis ça se passe nickel, y a pas de... Mais bon. Donc ouais. Mais ouais, non, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, encore une fois, l'idée que après 25 ans, miraculeusement, on est suffisamment riche pour pouvoir avoir un budget capote. C'est aussi absurde et compte tenu de l'importance de la politique de santé, particulièrement sur le plan de la santé sexuelle, c'est juste aberrant que le mec se soit pas encore rendu compte que en fait, ça devrait juste être gratuit pour tout le monde, toutes circonstances, tout simplement. Euh, Donc ouais, mais comme quoi il y a des avancées quand même, hein, mine de rien. Mais il va falloir un de ces quatre, des gens sérieux au gouvernement pour bosser sur ces sujets-là, parce que c'est pas possible en fait. Vous voyez, les gens sur Twitter ont pas mal profité du machin pour parler notamment de tout ce qui est protection périodique, tout ça, qui sont toujours pas complètement gratuites, machin, tout ça. Ça, c'est pareil, ça fait partie des sujets j'arrive pas à comprendre pourquoi on n'avance pas sur ces sujets-là, tout ça. Et j'entendais aussi parler du dépistage, enfin pas du dépistage, mais de la vaccination papillomavirus là, donc le virus responsable du cancer du col de l'utérus, si j'ai bien compris. Où on est toujours dans une logique où, de ce que j'en ai compris, hein, c'est un virus qui ne touche donc que les personnes qui ont un utérus, du coup, logique. Mais en fait qui peut être transmis par tout le monde. Et le fait en fait qu'on ne vaccine, qu'on fasse le dépistage que sur les personnes qui ont un utérus, à la limite, aucun problème, ça me paraît juste, ça me paraît normal, c'est pas de souci. Mais le fait qu'on vaccine pas tout le monde, en fait, ça veut dire que tu laisses la moitié de la population euh, potentiellement propager le truc sans problème. C'est con parce que ça fait partie des trucs qui pourraient être rapidement éradiqués, des virus qui pourraient être rapidement éradiqués si s'il y avait une vaccination conséquente et un traitement conséquent derrière de la problématique de santé que c'est. Donc voilà, bon, mine de rien, comme je dis, hein, il y a des bonnes nouvelles, il y a des avancées, tout ça. Pareil, on a eu récemment comment on dit, l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Alors dans la Constitution, ça protège pas, hein, une Constitution, ça change.
Bon, ça reste une avancée dans le sens où quiconque maintenant voudrait remettre en question ce droit à l'IVG serait contraint justement de remettre en question la Cinquième République, ce qui pour l'instant est très mal vu, très très mal vu, c'est-à-dire qu'à part la France Insoumise qui propose ça, de passer à la Sixième République, les autres partis, en particulier les partis conservateurs, hein, ceux qui sont les plus susceptibles, conservateurs voire réactionnaires, ceux qui sont les plus susceptibles de venir remettre en question le droit à l'IVG, eux, ils sont pas dans un délire où on devrait changer de constitution, tout ça. Donc, pour le coup, c'est plutôt rassurant. Enfin bref, du coup voilà sur le plan politique. Si là récemment, je me suis marré un peu sur YouTube. Là, je sais pas. YouTube, YouTube a dû se dire ouais, ça fait longtemps que tu t'es pas fait une cure de vidéos d'extrême droite à la con. Donc voilà, on va te balancer ça, on va te balancer ça. Et du coup, j'ai pas trop compris comment c'est arrivé dans mes recos, mais bon. De vidéos alors pas forcément pick-up artistes, mais tu sais, les gens qui se disent oui, la culture moderne de la drague, Tinder, machin, tout ça, les féministes qui ont tout cassé, patati patata. Et mon discours très classique, hein. Ouais, j'ai découvert le concept. Alors, je connaissais le concept de mal alpha, mal bêta, mal sigma. J'avais compris. Et maintenant, j'ai découvert qu'il existait aussi des femelles sigma. Alors, je dis mâle et femelle, mais chez eux, c'est en anglais si tu veux. Donc, ils font c'est surtout des gens de droite, donc ils font probablement pas la distinction entre sexuation et genre, donc mâle égale homme et puis femelle égale femme, hein. Il y a pas de chez eux, il y a pas de voilà. Mais ouais, le principe de la femelle sigma machin tout ça, la femelle alpha, euh, il faut surtout pas la côtoyer parce que elle est dangereuse, elle veut presque être un homme machin tout ça. Voilà, c'est sûrement une féministe bidule truc. La femelle bêta, personne n'en a rien à foutre parce qu'elle est random et puis voilà, enfin personne n'en a rien à foutre. Et la femelle sigma qui serait du coup la meuf absolument exceptionnelle sur tous les plans, intelligente, belle, avec un vrai tempérament, machin, tout ça, mais qui rentre précisément dans les codes entre guillemets idéaux de la femme selon le patriarcat, c'est-à-dire que elle est belle, intelligente, elle peut être même bien plus douée dans quantité de domaines que les mecs qu'elle va fréquenter et avec qui elle va choisir de sortir, mais qui comprend que son rôle en tant que femme, c'est de valoriser l'homme avec qui elle s'associe, et donc elle est forcément anti-féministe et patati et patata. Et ouais, ça m'a fait marrer parce que je connaissais pas encore ce concept-là, c'est assez drôle. Du coup, voilà. Bon, c'est de la merde en barre, hein, mais c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir une représentation un peu simpliste, mais surtout simple à comprendre de leur représentation mentale justement aux partisans de ces théories-là. Donc ça, c'est fun. J'ai vu qu'il y avait une polémique aussi sur la série Mercredi. Parce que Jenna Ortega, qui joue Mercredi du coup, a eu l'outrecuidance
de entre guillemets valider une certaine fanbase woke, machin tout ça, qui considère que Mercredi est une icône queer, ce qui me paraît pas particulièrement choquant sur le principe. Mais donc ça a commencé à gueuler parce que oui, c'est n'importe quoi, le wokisme, je vais mettre des LGBT partout, patati patata. Donc ouais, pareil, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est vrai que quand tu regardes la série, les personnages sont tous assez choupis et ils sont plusieurs à être queer codés, on va dire. Que ce soit Enid, que ce soit Mercredi, même comment il s'appelle, Enid Mercredi, pas Xavier, l'autre, l'autre garçon, Fichtre, Tyler, ça doit être Tyler, le normie là, le blanc normie qui est serveur au café, machin truc là. La principale, qui est clairement queer codée aussi. Euh, c'est la prof, la prof de botanique, je sais pas quoi là aussi. Enfin, non, c'est assez intéressant. C'est d'autant plus intéressant que Tim Burton n'est pas particulièrement connu pour ses personnages queer codés, encore que alors même que lui-même n'est pas forcément un exemple de virilité. Euh, mais ouais, c'est pas bon. Ça m'a pas choqué plus que ça. J'ai vu une autre polémique là-dessus sur le fait que le monde justement dépeint par Tim Burton est quand même un monde très blanc et donc des accusations de racisme, tout ça, tout ça. Alors j'irai pas jusque là, mais c'est vrai que quand tu regardes bien et que tu fais attention à ces choses-là, concrètement en personnages, des personnages racisés, il y a ceux qui sont vaguement racisés et ceux, enfin, alors on va dire les termes, j'utilise racisé comme un raccourci pour racisé noir et racisé non blanc, mais bon bref. Concrètement, tu vas avoir 99% de blancs dans sa série. De personnages, de personnes noires, tu vas avoir... euh, merde, j'ai oublié son nom. Bianca. Bianca, le maire du village, le fils du maire du village. La nana de la boutique qui vend des animaux empaillés. Dans un flashback, j'ai vu un personnage noir qui est joué vraisemblablement par cette même dernière actrice là. Et je crois que c'est les seules personnes noires qu'on voit dans la série. Et tu peux rajouter à ça une femme qui est donc native américaine, hein, amérindienne on dirait en français, mais voilà. Donc qui joue la mère de l'ancêtre de la famille Adams. Tu vas avoir éventuellement, on peut rajouter dans l'eau si on prend vraiment tout ce qui est vaguement racisé non blanc. Bah tu vas avoir le personnage de Mercredi, de Gomez et donc de Pugsley. Mais du coup voilà, on a moins d'une dizaine de personnages racisés non blancs sur l'entièreté de la série. Sachant que sur la dizaine, ouais, t'en as peut-être trois qui sont des personnages vraiment importants qu'on voit régulièrement, mais les autres qui sont des personnages plutôt secondaires, et le reste où c'est que des blancs quoi. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a un problème peut-être d'équilibrage ou de choses comme ça, mais bon.
C'est. Je sais pas. A priori, ça m'a pas choqué plus que ça. Mais je comprends que ce soit une critique qui soit faite. Ça me paraît pas déconnant. Autour de cette série, est-ce qu'il y avait autre chose? Non. Non, 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 je crois pas. Autour de Tim Burton, par contre, et c'est pas tant Tim Burton que sa chère compagne Helena Bonham Carter, j'ai vu bon, bah, il y a clairement un aspect générationnel à ça, hein. Mais donc Helena Bonham Carter qui jouait Bellatrix Lestrange, notamment dans Harry Potter. Et tu te rends très vite compte, étonnamment, que la jeune génération, c'est-à-dire les acteurs qui jouaient les gamins, sont tous plus ou moins alertes des différents sujets, notamment là en l'occurrence on va parler de transidentité, mais et la vieille génération est, on va dire, grosse tendance à tourner ou en tout cas à se révéler réac, un peu terf et compagnie. Là, c'est Helena Bonham Carter qui a défendu J.K. Rowling et ses prises de position complètement terf, tout ça. Donc, bon. Que veux-tu ça reste des êtres humains. Ils sont pas exempts de défauts. Voilà, voilà. Bref, bref, bref. Et du coup, ça nous amène au sujet principal, au sujet qui me tenait le plus à cœur. Les infos au sujet de DC Comics, et en particulier du DCEU, devenu le DCU. Là, concrètement, on vient d'apprendre que le film Wonder Woman 3 sera annulé, a priori. C'est-à-dire que concrètement, Patty Jenkins, donc la directrice de film, euh, a proposé son script. Script dont on apprenait il y a quelques temps qu'elle avait terminé, machin, tout ça. A proposé son script. James Gunn et la nouvelle direction du DC EU slash DCU ont décidé que ouais bah en l'état non, c'est-à-dire tu nous réécris un truc mais là en l'état pas ouf. Euh, et euh, et du coup Patty Jenkins a purement et simplement claqué la porte. Sachant qu'en plus de ça, il y a des informations comme quoi il se pourrait que Gal Gadot soit poussé vers la sortie. Donc Gal Gadot qui joue Wonder Woman. Même chose pour Henry Cavill, même chose pour Ben Affleck. Donc Henry Cavill c'est Superman, Ben Affleck c'est Batman. Ezra Miller qui jouait le Flash, bon avec toutes les polémiques à la con qu'il y a eu, ses comportements un peu dégueulasses, il serait aussi poussé vers la sortie. Ray Fisher, lui, il a claqué la porte il y a un moment avec toute la problématique avec comment il s'appelait euh... mince, je sais plus. Enfin, le mec qui avait fait le film Justice League en premier et qui a récupéré les trucs de Snyder et qu'on a fait plus ou moins n'importe quoi. Je crois que c'est Ayer. Non, Ayer, ça doit être le directeur du premier film Suicide Squad. Non, je sais plus. Je me souviens plus du nom, mais bon, bref. Ray Fisher qui était parti parce que apparemment l'ambiance au tournage était dégueulasse. Le mec avait régulièrement des remarques borderline racistes à son encontre, tout ça. Le mec avait régulièrement des comportements borderline sexistes vis-à-vis de Gal Gadot, tout ça. C'est le mec qui tenait absolument à mettre. Je pense que c'est David Ayer. Non, c'en est un autre. C'en est un qui était débauché de chez Marvel. Je sais plus.
Bon, David Ayer, lui, c'est le premier film Suicide Squad, et il y avait aussi des problèmes de représentation, notamment de sexisme, hein, pur et simple. Les plans prolongés sur les fesses de Margot Robbie, donc ça c'est pour ailleurs, ou les plans prolongés sur le corps de Gal Gadot, les poses volontairement, comment dire, suggestives et les choses comme ça, c'est bon, c'est un peu moyen. Je comprends, hein, c'est une esthétique, ça plaît à certains publics, tout ça. D'ailleurs, je dis pas que c'est le genre de choses qui me plaisent aussi. Mais c'est vrai que si c'est trop appuyé et que si tu ne sais montrer que ça, c'est problématique. C'est très problématique. Surtout si t'es pas capable de faire la même chose avec les personnages masculins, parce qu'il y a possibilité de faire des choses. Quand tu vois comment les mecs sont gaulés dans ces films de super-héros, même moi qui suis bêtement hétéro, je vois bien il y a un potentiel pour avoir comment dire, de l'érotisme soft, pour montrer de l'érotisme soft, un peu fan service, sans que ce soit aussi côté mec, quoi. Mais bon, bref. C'est ça, c'est la mesure, la manière dont tu fais les choses, c'est la mesure, l'équilibre, c'est important. Mais donc il y avait toutes ces problématiques là, et on apprend aussi récemment que potentiellement Jason Momoa serait Aquaman pour la dernière fois dans le film Aquaman 2, et qu'après ça il serait recasté pour le rôle de Lobo. Alors ça peut être très intéressant, d'autant que Aquaman est un grand fan de Lobo, du personnage de Lobo, donc ouais, ça pourrait être très très cool. Mais c'est dommage parce que moi j'aimais beaucoup cette Aquaman version Momoa, qui avait des choses très intéressantes, je pense, à nous proposer. Après, c'est pareil, Aquaman 2, déjà quand ils ont perdu Amber Heard avec le procès de Johnny Depp, ça a été un bordel sans nom. Euh, Non, enfin vraiment, là le DCU, c'est vraiment le bordel, et vraisemblablement ils vont utiliser le Flashpoint pour faire un reboot, mais un reboot complet de l'univers. Et je suis pas certain même que Shazam survive à ce truc-là. Dans le sens où, mais Shazam, on a vu récemment d'ailleurs que Black Adam a pas fait de référence à Shazam ou quoi que ce soit, mais qu'en plus de ça, au niveau du box-office, c'est pas ouf. Vraiment pas ouf. Alors Black Adam, moi je l'ai toujours pas vu, mais comme je dis, j'ai des grosses craintes de retomber sur un film du Dwayne Johnson Cinematic Universe, ce qui me pose problème. Concrètement, je vais pas voir un film DC Comics pour voir du Fast and Furious. Donc, et oui, je sais que Fast and Furious, c'est pas Dwayne Johnson, c'est Vin Diesel, machin, tout ça. Mais dans l'esprit, c'est la même chose. C'est Dwayne Johnson, il fait partie de ces acteurs comme Vin Diesel, comme Will Smith, comme certainement d'autres, hein. Là, j'en ai pas qui viennent à l'esprit, mais dont tu sais pertinemment que tu vas le voir systématiquement dans un rôle très similaire l'un après l'autre, que les histoires vont se ressembler toutes les unes et les autres, et t'as vite fait de... enfin, je trouve ça chiant à force, hein. Clairement, c'est... Poète, 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 poète. Donc ouais, c'est le bordel. C'est le bordel pour DCU, tout ça. Là, les films qu'il leur reste à sortir. Alors, on vient d'avoir une affiche pour le film Blue Beetle, mais c'est pareil, il risque d'être. Enfin, ça dépend.
Là, si je dis pas de bêtises, les prochains films à sortir, il y a le film Flash, il y a le film Shazam, Fury of the God, et il y a le film Aquaman 2. Et le film Blue Beetle viendrait après tout ça. Selon dans quel ordre ça se place, sachant que ils ont interverti leur ordre plusieurs fois, selon le sens dans lequel ça se passe, euh, de toute façon, le film Flash servira de flashpoint pour foutre en l'air la timeline et permettre du coup un soft reboot derrière. Un soft reboot, je pense, parce que ce qui a été mis en avant, les personnages qui ont été introduits, les machins et tout ça, ça leur permettra par exemple de pas avoir à refaire un film Man of Steel, Superman 1 pour, euh, pour leur nouveau DCU. Et s'ils veulent par exemple introduire, je sais pas bêtement, le Général Zod, ils pourront le faire avec un autre acteur qui joue Zod, simplement dire que c'est le Général Zod et pas à s'emmerder de nouveau à introduire le Général Zod, à introduire les problématiques vis-à-vis de Krypton, vis-à-vis de Jor-El, de patati patata. Donc il y a possibilité de faire des trucs sympas. Pareil, ils vont peut-être recaster, donc je disais, hein, que ce soit Wonder Woman, Superman, Batman, Flash, probablement Cyborg aussi, mais il est possible qu'il parte sur autre chose que Cyborg, hein. Parce que dans la Justice League, le roster des Seven Wonders, comme on les appelle souvent, t'as toujours la Trinité, donc Wonder Woman, Batman, Superman. Mais autour, les quatre autres, ils peuvent bouger. C'est-à-dire que tu peux avoir du Flash, du Green Lantern, du Martian Manhunter, Hawkman, Hawkgirl. Tu peux avoir Cyborg, tu peux avoir Zatanna, tu peux avoir Shazam, Aquaman. Tu peux avoir... parce qu'Aquaman fait pas partie de la Trinité de base, hein. Tu peux avoir quoi d'autre? Tu peux introduire des personnages aussi comme Lex Luthor aussi par exemple, qui est pas méchant dans toutes les continuités. Tu vas avoir qu'est-ce qu'on pourrait introduire d'autre comme personnage intéressant? Des personnages un peu plus secondaires du type Green Arrow, Captain Atom. Euh, qu'est-ce que on peut trouver d'autre? Vixen. Vixen, ça pourrait être intéressant. Euh, Firestorm. Enfin bref, possibilité de faire des trucs assez variés. Black Adam aussi, pourquoi pas, hein, Black Adam, ça pourrait être intéressant. Doctor Fate, ou je parlais de Zatanna juste avant, mais pourquoi pas carrément son père, Zatara, le magicien Zatara. Euh, Non, non, vraiment, Etrigan, ça pourrait être assez fun. Non, non, il y a vraiment possibilité d'introduire tout un tas de personnages dans le roster principal de la Justice League, sachant que la Justice League, très souvent, on dit c'est les Seven Wonders, mais c'est aussi ensuite toute la Justice League étendue, avec plein d'autres personnages derrière, donc il y a possibilité de faire des trucs assez sympas. Mais là, vraisemblablement, on partirait vraiment sur un reboot complet où prochain film Justice League, il se peut que nous soient introduits directement des personnages enfin qu'on connaîtra en tant que super-héros, mais dont on n'aura jamais vu avant dans un autre film, machin, tout ça. Cela dit, c'est une bonne manière de faire, hein, comment dire. C'est triste qu'ils aient été obligés de foutre, enfin de foirer à ce point leur DCU, euh, tout ça, mais c'est une bonne manière d'introduire des personnages. Moi, enfin, comment dire, dans les différentes manières de faire, ça fait partie des manières où je pense que c'est intéressant, c'est-à-dire faire une période où tu balances juste 15 films pour présenter divers super-héros, où c'est vraiment des one-shots et tout ça. Et ensuite, tu fais un reboot et puis t'as plus besoin de présenter ces super-héros-là.
les gens en ont une certaine idée. Alors, bêtement, hein, le film Green Lantern avec Ryan Reynolds, prochain film Justice League se pointe un Green Lantern, même si c'est pas Ryan Reynolds, euh, si c'est pas Hal Jordan le Green Lantern, mais un autre Green Lantern, machin tout ça, les gens se diront ah bah oui, c'est Green Lantern, c'est vrai, j'ai déjà vu un truc, donc je sais comment ses pouvoirs fonctionnent, je sais qu'il fait partie d'un corps de super flics de l'espace, et ainsi de suite. Un truc idiot. Si on revoit Cyborg, par exemple, avec les boîtes mères, ou même sans vous revoir Cyborg, si on revoit par exemple les Motherbox, là, les boîtes mères, les gens se diront ah bah si, ça je me souviens, j'ai vu la Snyder Cut avec Steppenwolf et les Motherbox et ainsi de suite. Ça, c'est une référence à Darkseid et c'est une bonne manière de faire les choses, je trouve. De la même manière que dans le Spider-Man du MCU, euh, quand on a Zendaya qui est présenté, le personnage de Zendaya qui est présenté comme étant MJ, donc Michelle Jones, euh, Jones Watson, les gens ils pensent tout de suite MJ Watson, Mary Jane Watson, c'est la rouquine qui est la meuf de Spider-Man dans les œuvres originales, enfin dans les œuvres de base, machin tout ça. Truc très con. Dans Into the Spider-Verse, quand on voit Gwen arriver et que on dit ah c'est Spider-Gwen, machin tout ça, je pense, en tout cas le grand public, il va penser merde, Gwen je connais, c'est Gwen Stacy qu'on a vu dans le diptyque Amazing Spider-Man, donc avec Andrew Garfield. Et Gwen, c'est la blonde qui était aussi une meuf de Spider-Man, machin, tout ça. C'est des manières de raccrocher aussi les wagons que je trouve assez fun. De la même manière que, si on reste sur le DC Universe, même le film Suicide Squad qui a entre guillemets pas marché, même le film Wonder Woman, les deux films Wonder Woman là, où on a vu Cheetah par exemple, si Cheetah revient, les gens se diront ah bah oui c'est l'adversaire de Wonder Woman qu'on a vu dans le deuxième Wonder Woman qui était pas ouf mais qu'on a vu. Euh, Ares qu'on a revu dans la Snyder Cut par exemple, les gens font le raccord avec ah oui c'est Ares le dieu de la guerre qu'on avait déjà vu dans le film Wonder Woman 1 et ainsi de suite. Donc c'est mine de rien avoir une période quand même comme ça où en fait c'est le principe du ballon d'essai. C'est tu balances des films à droite, à gauche en mode bon non on fait juste des films pour le plaisir de faire des films. Ça vous présente des personnages mais ça permet aussi de commencer à ancrer les personnages dans l'imaginaire des gens et ça c'est important. Euh, voilà, et donc bah, pour l'instant on n'a pas de grosses infos sur quel est le plan, parce que James Gunn et Peter Safran ils sont en train de nous dire oui on a un plan à 10 ans, patati patata. Euh, donc 10 ans qui démarreront après la sortie donc, du dernier des trois films qui doivent sortir là. Aquaman, Shazam, The Flash. Blue Beetle, je sais pas dans quel univers il va s'introduire du coup. Je sais pas du tout. Et c'est fort dommage parce que le film a l'air très intéressant. Enfin, de ce que j'ai vu des images du film, des images, des infos qu'on a eu, machin, tout ça, ils font. Donc c'est le deuxième Blue Beetle qui mettent en avant, Jaime Reyes. Euh, mais avec des références au premier Blue Beetle, à savoir Ted Cord et des références à l'univers du premier, à l'univers du deuxième, de manière à les rendre cohérentes dans un même univers et avec le principe aussi de multivers, c'est-à-dire que la référence à Ted Cord, c'est pas Ted Cord en tant que tel, mais entre guillemets une nana dont j'ai oublié le nom, mais qui est pareil, donc machine Cord, euh, mania de la technologie, machin, tout ça, voilà. Et
Et ouais, le film a l'air très très bon pour ça. Euh, donc ouais, c'est un peu dommage. Vraiment, je sais pas ce qu'ils vont en faire, à voir. Et donc ouais, comme je disais, James Gunn et Peter Safran, ils sont en train de dire oui, on a un plan à 10 ans, on va faire une annonce bientôt, patati patata. Mais j'ai hâte de voir l'annonce parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Pour être honnête, là c'est hyper flou, c'est pas agréable du tout. Parce qu'on a les mauvaises nouvelles avant d'avoir les bonnes nouvelles, en supposant qu'il y ait des bonnes nouvelles. Donc voilà. Et pour le coup, s'ils viennent pas avec une frise chronologique comme l'a fait le MCU, à base de voilà la phase 1, on va faire ça, 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 et puis ça va nous amener vers telle histoire, machin, tout ça. Je crains qu'ils se mettent énormément de monde à dos, euh, en faisant pas les choses correctement, parce que là, ça ressemble juste à du foutage de gueule, enfin, à foutre en l'air un truc qui a été déjà commencé, et ainsi de suite. Même si c'était extrêmement bocal, même si ça a été plombé depuis le début, machin, tout ça. Là, c'est vraiment le mec qui vient achever le pauvre éclopé qui est déjà en train de ramper au sol, complètement agonisant, machin, tout ça. Et puis James Gunn qui arrive et qui lui fout un coup de pied pour le plaisir. Enfin, c'est un peu chaud à regarder. Bref. On finit peut-être sur le MCU. Le MCU dont la phase 4 se termine. Euh, Phase 4 qui est assez décevante sur tous les plans, y compris de l'aveu des directeurs, enfin c'est Kevin Feige, je crois. Ouais, Kevin Feige, ainsi de suite. Donc, bah, voir si ils réussissent à redresser la barre avec la phase 5. Euh, J'attends vraiment le film Ant-Man and the Wasp Quantum Mania parce que ça a l'air très intéressant. Il a l'air très très fun comme film. J'ai pas vu encore Wakanda Forever. Non, Black Panther 2. Je sais plus comment il s'appelait. Si, c'est ça, hein, Wakanda Forever, non? Je sais plus. Je sais plus. Et bah, pour les autres films, pareil, moi la phase 4 j'ai vraiment lâché l'affaire, j'ai pas vu Shang-Chi, il y a plein de trucs que j'ai pas vu, ceux que j'ai vus m'ont pas particulièrement fait plaisir, à l'exception en fait des séries que j'ai vues sur le côté. J'ai pas encore fini de regarder Thor Love and Thunder qui avait l'air intéressant pourtant. Mais She-Hulk que j'ai apprécié la série. Comment il s'appelait? Miss Marvel, j'ai apprécié la série aussi. Mais ouais, ça manque de fil directeur, ça manque de. Je sais pas, il y a un truc qui fait que j'arrive pas à accrocher autant que c'était avec les trois premières phases, donc je sais pas, à voir. Euh, le film Across the Spider-Verse aussi qui devrait pas tarder à sortir. Là, j'ai vu que dans les magasins, là, ils ont les jouets, donc promotion du film Cross the Spider-Verse, ils ont les jouets avec Spider-Punk et compagnie. Euh, Pareil, ça, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner parce que le premier était très très cool. On va se faire le premier, bien, ça serait pas mal qu'on se fasse ça bientôt. Euh, le premier était très très cool. Euh, Honnêtement, moi enfin, je l'ai toujours dit. Je le dis régulièrement, mais je trouve que l'animation est quand même bien supérieure par bien des aspects au film live action. T'as vraiment possibilité de faire des trucs très très cool avec de l'animation.
que tu peux pas faire avec du live action. Et je je vois pas trop l'intérêt de s'acharner à faire du live action, en particulier pour les trucs de super-héros comme ça, où t'as vraiment des choses intéressantes à montrer, que les limitations physiques, humaines, et notamment, y compris en termes de technologie, hein, d'effets spéciaux, machin, tout ça, te rendent assez désagréable. Donc bon, voilà, voilà. Je voulais parler de ça et je voulais terminer sur... Ouais, bon moi, tu sais, comme d'habitude, hein, je fais mes petites recherches à droite à gauche. Voilà. Je me suis fait une session de recherche sur l'univers de The Flash et les différents speedsters, là, donc les différents bolides. Tout ça, tout ça. J'ai eu notamment enfin, un moment de réflexion un peu intense là, sur la force véloce, la manière de représenter ça et les règles qui la définissent, avec toute une réflexion sur le fait que sur un plan physique, en fait, la notion de vitesse est indissociable du temps, mais aussi de l'espace, et qu'en fait, tu peux jouer sur le temps et sur l'espace pour représenter les choses, avec tout un tas de règles physiques qui vont pouvoir changer entre temps. Et c'est assez fun parce que ça permet de rentrer dans des considérations à base de, de matière fluide, notamment la notion des fluides non newtoniens, je crois que ça s'appelle. Ces espèces comment on appelle ça? De goût, mais tu sais, de blob chelou, là où si tu fais rien, que tu le laisses au repos, entre guillemets, ça va se mettre à couler comme un fluide. Mais si tu t'amuses à essayer de donner un coup de poing au travers, ça va être extrêmement dur, tout ça, tout ça. Et ça, c'est des trucs en fait qui jouent justement sur cette notion de qu'est-ce que c'est que la vitesse, sinon du mouvement, et du mouvement d'atomes dans un certain espace donné, donc vitesse de mouvement, tout ça, tout ça. Le, 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 ma réflexion partant à la base du fait que de la représentation qu'avait Zack Snyder de Flash et de ses pouvoirs, de comment pour pouvoir déplacer et sauver Iris West dans l'accident de voiture, il est obligé de prendre énormément son temps et d'accompagner la chute de son corps pour modifier très légèrement ses mouvements, parce que sinon en fait il la brise en morceaux en fait. Et c'est là où justement la notion de vitesse comme étant une question de temps et d'espace euh, extrêmement importante, parce qu'effectivement si ton objet tu le déplaces trop rapidement dans l'espace, tu risques de simplement le briser en deux morceaux, parce que il est dans un mouvement avec une certaine vitesse. Donc un changement de vitesse trop important, ça te fait des modifications. Enfin, c'est de la physique de base, hein. C'est comment dire, le les différents, on appelle ça c'est bah, les différents jets que tu prends dans la gueule si tu accélères trop vite, quoi. Je sais pas quel est le nom simplifié vernaculaire là, du truc, mais bêtement, bêtement mon verre. Disons que si je suis le Flash et que je veux trop vite le déplacer de là à là, en fait, en prenant le machin, il y a un morceau qui va me rester ici dans la main, hein, mais le reste va pas bouger parce que il n'était pas dans un mouvement, dans un état, entre guillemets, spatio-temporel, qui lui permet de se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre. Et c'est pour ça que dans la Snyder Cut, il prend énormément de temps pour déplacer Iris sans lui faire de mal, sans voilà. Et que en même temps, quand il a besoin de sauver dans un temps extrêmement court
une quantité de personnes comme dans l'usine, là où l'usine est en train de s'effondrer sur les gens. Et ça, il est obligé, en fait, plutôt que de sauver les gens en déplaçant les gens pour les mettre à l'abri des débris qui tombent, il choisit plutôt de courir très vite autour d'eux en sautant entre machins pour intercepter les débris qui tombent, les briser en morceaux. Et parce que justement, avec cette différence de vitesse, en- cet écart de vitesse en fait entre deux mouvements, il peut se permettre du coup de régler la chose d'une manière ou d'une autre. Et bon, moi ça m'a fait partir. C'est certainement obscur et je le raconte forcément pas de manière aussi claire que j'aimerais. Mais ouais, il y a vraiment cette histoire de fluidité de la matière qui dépend parce que c'est une question de mouvement dans le temps et dans l'espace, va permettre différentes manières d'appréhender la vitesse des bolides et donc de la représenter. C'est vachement, c'est vachement intéressant. Et j'avais une deuxième réflexion sur cette fois-ci sur les Amazones. Là en ce moment le dossier sur lequel je suis en train de bosser c'est sur les Amazones. Et c'est assez fun parce que récemment ils ont sorti un comics qui s'appelle Trials of the Amazon. Donc j'imagine le jugement des Amazones ou quelque chose comme ça en français. Qui concrètement est un récit donc qui se passe dans un temps donné, entre guillemets au présent, machin, tout ça, mais qui permet en même temps d'appréhender une partie conséquente du lore des Amazones dans le temps et le fait que on connaisse en réalité trois tribus amazones autour de la planète. Entre guillemets, il y en a une quatrième et mais bon, ça permet du coup de rentrer vraiment dans le lore des Amazones. Il y a plein de trucs que je savais pas que j'ai appris. Par exemple, truc idiot, mais Antiope, donc la sœur d'Hippolyta qu'on voit dans le premier film Wonder Woman, Antiope, c'est celle qui entraîne Diana et qui meurt sur la plage. Et ben il se trouve que Antiope, dans le lore des comics, elle a disparu il y a très longtemps, donc pendant l'Antiquité grecque. Elle a entre guillemets disparu parce qu'elle a dû. Alors pour une raison, je me souviens plus exactement, mais il y a eu une histoire des bisbilles un peu chelou avec Thésée. Euh, donc en dehors de Thémiscyra, Antiope a décidé de mener une troupe d'Amazone hors de Thémiscyra pour aller régler le problème avec Thésée, machin tout ça. Et d'une manière ou d'une autre, elles n'ont pas réussi à retrouver leur chemin, donc elles sont allées s'installer ailleurs et Antiope a fini par créer une nouvelle tribu amazone qui elle n'est pas protégée dans un genre de bulle magique comme c'est le cas pour Themyscira, mais une tribu amazone qui se trouve en Égypte, qui s'appelle Bana Migdal, et qui est entourée par une tempête de sable. Et alors là, les amateurs de jeux vidéo vont se rappeler la cité Gerudo euh, de Legend of Zelda, par exemple. Ce genre de délire. Il y a aussi une tribu en Amazonie, donc les Esquecidos, je crois. Esquecidos, je sais plus. Mais dont comment dire, dont la Wonder Woman actuelle est descendante d'un dieu rivière, mais en gros du fleuve Amazon. Tout ça. Donc non, non, vraiment intéressant. Plusieurs tribus amazones
sont pas forcément en contact les unes avec les autres, et quand elles rentrent en contact, bah, en fait, ça fait tellement longtemps qu'elles ont pas discuté entre elles que elles se comprennent pas forcément, qu'elles vénèrent pas les mêmes dieux. Bêtement, dans la tribu Banamigdal, ils ont peu à peu, pas forcément abandonné les dieux grecs, mais ils ont adopté pas mal de dieux égyptiens aussi, notamment Isis. Euh, Au niveau des Skesido, ils ont du coup des divinités, on va dire précolombiennes, d'Amérique latine, tout ça. Donc ouais, c'est assez intéressant, et ça permet d'étoffer un univers dont on n'a pas vu grand chose en fait, hein, c'est ouf. Donc voilà. D'où la réflexion que je me faisais. C'est vrai que avant de relancer un DCU, un DCU machin truc, dont l'objectif serait de faire un truc Justice League machin tout ça, est-ce que, à l'instar des différentes trilogies Batman qu'on a pu avoir machin tout ça, est-ce qu'on se ferait pas une session, parce que là il parlait justement de faire de focaliser sur les grands noms de DC Comics, les noms qui vendent beaucoup, donc à savoir Superman, Batman, Wonder Woman, potentiellement Aquaman, potentiellement peut-être Flash ou des choses comme ça. Est-ce que ce serait pas une mauvaise idée pour une fois de faire bah voilà, d'un côté une saga Wonder Woman, en prévoyant, mais complètement indépendant, hein, en prévoyant 4 ou 5 films qui se focalisent sur Wonder Woman, les Amazones, et les différentes Wonder Woman, parce que Wonder Woman en fait c'est un titre. C'est le titre qui est donné à la championne slash ambassadrice pour le monde extérieur de Themyscira. Genre dans la tribu Amazone de Banamigdal, cette championne-là, elle s'appelle Shimtar, par exemple. C'est un truc idiot, hein, mais voilà. Shimtar, référence au cimetière, la lame, machin, tout ça. Et ce personnage a certainement un autre nom dans la tribu Esquecidos. Je l'ai pas vu passer, donc je sais pas. Mais, euh, mais voilà. Est-ce qu'on pourrait pas étoffer le truc aussi, pourquoi pas avoir une tribu Amazon. Parce que tant qu'à faire, autant dire, bah voilà, on n'a qu'à dire, on en a une en. Mince, l'écran s'est éteint. On a une tribu donc au niveau de la Grèce, mais en gros c'est nord Méditerranée quoi. Méditerranée du Nord, on en a une en Égypte, donc du coup Méditerranée du Sud slash Afrique. On en a une en Amérique latine avec les Esquecidos, donc au niveau de l'Amazonie. On pourrait se dire, allez, on va en mettre une au fin fond de la Sibérie avec donc du coup les dieux nordiques, tout ça. Voilà, et une autre, je sais pas, en Asie par exemple, ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être intéressant, hein. Ça pourrait être intéressant, sachant qu'après tu peux les faire interagir avec les différents royaumes Atlantes, et ainsi de suite. Donc ouais ouais non, je trouve que ça serait pas mal de séparer les trucs, de faire un univers Wonder Woman, un univers Superman, donc un univers Wonder Woman qui vraiment s'axerait sur des problématiques de mythologie, les anciens dieux, les, euh, les Atlantes, tout un tas de choses comme ça. De la magie aussi beaucoup. Un univers Superman qui s'axerait beaucoup plus sur l'aspect technologie, en particulier technologie avec ses extraterrestres, civilisation extraterrestre, empire galactique, machin, tout ça, pourrait être sympathique. Et un troisième univers qui là resterait dans l'univers Batman, hein, mais un univers plus avec des justiciers, des vigilants, tu sais, qui permettrait pour une fois d'étoffer un peu la Bat Family, c'est-à-dire de ne pas rester focalisé en permanence sur le putain de Batman, dont,
Ton perso, moi, je sature, hein, vraiment. C'est se focaliser sur. Enfin, c'est. À croire que les gens, ils sont coincés dans un univers mental où il y a Batman, il y a le Joker, et le reste, ça n'existe pas. Il y a un moment, merde, quoi. Enfin, je veux vraiment voir autre chose. Je veux voir du Mister Freeze, je veux voir du Man-Bat, je veux voir du Professeur Pig. Euh, comment il s'appelle Scarface et le marionnettiste et Scarface. Qu'est-ce que Victor Zaz, l'épouvantail, même Poison Ivy. Poison Ivy, la dernière itération de Poison Ivy qu'on a eu au cinéma, c'est la version dégueulasse avec Hugh Matterman. Et c'est pas de sa faute à elle, hein, c'est vraiment le la, on est sur la fin de l'univers Burton Schumacher qui est particulièrement dégueulasse. La fin de l'univers, pas l'univers en tant que tel. L'univers est une proposition enfin, intéressante, mais la fin du truc, non. Bref. Une itération intéressante de Bane aussi pour une fois, parce que là, au cinéma, pareil, on a le Bane dégueulasse du film Batman Forever. Euh, qui est littéralement un sous-fifre sans parole, sans rien du tout. Et ensuite, on a l'itération de Bane de Dark Knight Rises, où bah, c'est pas Bane, c'est un terroriste avec des motivations, c'est un terroriste quelconque. Euh, Pareil, pas inintéressant, mais c'est pas Bane. Moi, je veux le Bane qui est intelligent, calculateur, qui est chef d'un gang, qui est le luchador, enfin vraiment, il y a possibilité de faire des trucs vraiment cool avec ça. Un film avec Black Mask par exemple, un film avec Anarchy. Anarchy, ça pourrait être vachement fun aussi. Un Anarchy face à un Robin, ça pourrait être très 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 fun. Un truc, la cour des hiboux, pourquoi pas. Tout un tas de. Donc vraiment, j'ai besoin qu'on sorte du juste Batman contre le Joker. Voilà. Bref. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, ça fait un peu plus d'une heure que je cause, donc on va s'arrêter là. Si on n'a pas l'occasion de rediscuter comme ça, d'ici là, bah, je te dis joyeux Noël, bonne année, de bonnes fêtes en général. Euh, et puis, bah, à la prochaine, hein, en espérant que tout aille bien pour toi, en espérant que les fins d'année soient pas une période trop badante pour toi, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément joyeux vis-à-vis de cette période-là, mais en tout cas, tous mes vœux de bonheur et tout le tintouin. J'espère que toi ça va aller bien, et puis on se retrouve à la prochaine fois. Je te fais des bisous, je te dis à la prochaine, et tchou.